Donc, on est le 15 juin 2022 et ce que j'aimerais faire aujourd'hui, donc, c'est faire du travail un peu, close readings avec vous de quelques textes et quelques passages que je vous ai envoyés. Donc, c'est sur le sujet des types ou des modalités de généalogie et ça suit la conversation de la semaine dernière. J'aimerais reprendre quelques points en regardant un peu de plus près les textes particulièrement trois textes, enfin trois auteurs, trois penseurs, Colin Koopman, Amy Allen et Daniele Lorenzini. Donc, ce sont trois philosophes contemporains qui, tous les trois, ont travaillé cette question des modalités de généalogie, des types de généalogie. Ils utilisent ce terme de type de généalogie et je dirais que dans ce cercle critique, nous sommes venus à parler de 4 types de généalogie. Un premier qui s'appelle vindicating ou qui revendique d'une manière favorable l'objet de la généalogie. Ça, c'est un type de généalogie qui a été inauguré peut-être ou identifié d'abord par Bernard Williams, le philosophe anglais. Un deuxième type donc, qui s'appelle debunking genealogies, démystifiant peut-être, on va utiliser ce terme-là, validant, démystifiant, qui a aussi été identifié un peu par Bernard Williams et d'autres auteurs, et dans ce cercle bien reconnu comme étant une forme de généalogie où l'objet de la généalogie est tracé à une origine sombre, une origine très problématique, disons, et que de ce fait-là, la généalogie prend un caractère de critique de l'objet. Souvent, c'est associé donc à Nietzsche. Le troisième type, c'est problematizing, qui rend problématique. Et ça a été inventé, disons, inauguré par Colin Koopman dans son livre Genealogy as Critique, que vous avez maintenant devant vous. Et puis, la dernière forme plus récente, c'est ce qui est appelé par Daniele Lorenzini possibilizing genealogies, des généalogies qui rendent quelque chose possible. Et ça a été établi, ou disons que c'était la contribution de Daniele Lorenzini dans son article Inquiry, qui vous l'avez aussi. Dites-moi, Florian, j'ai mis ça sur Zoom. J'ai mis ça sur le Zoom chat, tous les textes. Oui. Je ne sais pas si, donc, si vous allez dans le Zoom, vous aurez tous les textes. OK? Ils sont dans les chat box. OK? Ça marche? Tout le monde les a? Plus ou moins? Ouais? OK. Et dis-moi, Florian, si tu les vois dans le chat box, oui. si tu t'enregistres maintenant, s'ils existent pour toi ou pas. Oui, OK, OK. Bon. Alors, dans le séminaire du 8 juin, qui s'appelait What Good is Genealogy for Praxis? De quoi bon sert la généalogie pour la pratique? Ce que j'avais essayé de proposer, maintenant je pourrais peut-être être un peu plus clair, ce que j'avais essayé de proposer, c'est que tout le débat et tout le discours autour de ces 4
types de généalogie et la manière souvent dont c'est présenté, pas toujours, mais souvent présenté comme des modes de généalogie alternatives qui sont en concurrence et qui sont exclusives d'une certaine manière. Donc, on fait un type de généalogie ou un autre type de généalogie, que cette approche n'est pas productive pour la pratique et que plutôt il faudrait penser à ces différents types de généalogie comme des différentes modalités ou plutôt comme des différents éléments d'une philosophie critique. Et donc, quand on utilise la méthode dite généalogique, qui est une approche qui essaye de situer les concepts dans leurs histoires, dans leurs origines, quand on utilise cette approche, il serait mieux de ne pas se limiter à un type de généalogie seulement, mais plutôt d'être flexible, d'utiliser des différentes manières de faire la généalogie et que la mesure de la productivité n'est pas de faire de la problématisation plutôt que de la démystification, c'est plutôt de savoir si le travail généalogique fonctionne à nourrir la praxis. Okay? Donc, je dirais que tous les débats autour de la généalogie n'ont pas mis vraiment la bonne question à l'avant. Et la question essentielle, c'est est-ce que ça nourrit une pratique critique? Okay? Alors, et c'est pour cette raison-là que je pense que le terme qu'on devrait utiliser, c'est plutôt des généalogies critiques. Donc, le terme qui m'intéresse dans mon travail, c'est d'utiliser des généalogies critiques qui contribuent à la praxis, qui nourrissent la praxis. Et la question, c'est ce n'est pas est-ce que c'est validating ou bien debunking, etc., mais qu'on pourrait utiliser ces différentes modalités ensemble. Maintenant, d'une certaine manière, je dirais que Amy Allen partage l'idée qu'on pourrait en fait en un même moment utiliser des différentes manières de faire de la généalogie. Okay? Je dirais que Colin Koopman, qui est celui qui a un peu préfiguré tout ce débat, prend une position assez rigide, en fait, que la généalogie validante et la généalogie démystifiante, disons, sont des erreurs. Okay? Et je dirais que vraiment, donc, c'est cet argument-là que je cible. Donc, l'idée que la problématisation serait la bonne manière de faire de la généalogie et que la démystification ou la validation serait de mauvaise manière. Ça, il me semble que c'est des distinctions et c'est des manières d'évaluer et de comparer les généalogies qui ne sont pas utiles. Donc, commençons donc avec Colin Koopman. Parce que je dirais que avec Colin Koopman, en fait, c'est
c'est un peu compliqué exactement où il se place. Parce que comme vous allez voir, d'une certaine manière, il y a certains passages dans ce texte qui suggèrent que la pratique problématisante de Foucault marche quand elle mène ou nourrit l'action, ce qui est très proche de mon propos. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour Koopman, ce qu'il retrouve dans Foucault, c'est un certain réformisme et que le travail généalogique de Foucault mène à une position réformiste chez Foucault. Et là, je dirais que ça ne peut pas être le cas, certainement en ce qui concerne la prison. Et on y viendra, mais ça ne peut pas être le cas parce que la critique généalogique de Foucault sur la prison essaye de démontrer au cœur même de la démonstration, de démontrer que la prison est née avec la réforme, avec le concept de réforme, que prison et réforme sont jumeaux, et qu'on ne peut pas avoir prison sans un discours de réforme. Et donc, je crois que la critique généalogique de la prison chez Foucault mène autre part, quelque part de beaucoup plus radical. Et dans ce contexte-là, je suis d'accord avec Amy Allen. Je crois qu'il serait d'accord avec cette proposition, que ça ne mène pas à du réformisme, mais à une transformation plus radicale, mais aussi une transformation qui n'est pas connue d'avance. Right? Donc, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il pourrait y avoir dans une généalogie critique un élément normatif qui se trouverait dans le travail généalogique? Je crois que ça, c'est la question la plus compliquée. Colin Koopman nous propose en fait qu'il n'y a pas de normativité dans la problématisation. Bien que le choix de problème reflète des valeurs. Alors ça, c'est un peu compliqué. On va essayer de développer ça parce que si en fait le choix de l'objet de la généalogie reflète nos valeurs normatives, ce que je pense absolument vrai, c'est le cas, toutes les généalogies de Foucault étaient motivées par une normativité et par un sens éthique et politique. C'est pas pour rien qu'il a choisi donc la sexualité, la folie, la prison, etc. Koopman, comme on va voir, est prêt à dire que ça reflète des valeurs, mais n'est pas prêt à dire qu'on retrouve une direction normative dans le travail généalogique. Et donc ça, c'est comment est-ce que ça pourrait être le cas qu'il y ait des valeurs en même temps qu'il n'y a pas une direction normative? Bon, ensuite, Daniel et Lorenzini, dans son travail sur la problématique, sur la possibilisation, propose qu'il y a au moins ce qu'il appelle un framework, une structure, un genre d'appareil qui a un potentiel normatif inclus dans la généalogie. Et donc, il va falloir essayer de se poser un peu la question de quelle serait cette structure, ce framework qui pourrait nous aider.
Chez lui, je pense que c'est cette notion d'un nous, d'un oui, oui, comme en anglais, une collectivité. Et il propose que la généalogie foucaldienne produit des collectivités, produit des oui, a un effet de we-making, de faire de l'ensemble, du nous, de la collectivité. Et ça aussi, comme vous allez voir, je vais poser quelques questions. Ça ne m'est pas entièrement clair que ce soit le cas. Il se peut que ce soit plutôt une modalité d'expression nécessaire. En d'autres mots, quand Nietzsche commence, je crois que c'est la généalogie, en parlant de nous, les hommes savants, disons, nous, les hommes qui connaissons, nous, les personnes qui connaissons, je ne suis pas sûr si ce nous, c'est vraiment une collectivité ou si c'est Nietzsche et le lecteur, deux personnes, hein, parce que ce serait un peu rude de commencer ce texte en disant « moi, homme qui connaît », n'est-ce pas? Dans un certain sens, il est presque indispensable d'une manière de grâce et de politesse de parler d'un oui, d'un nous avec le lecteur, n'est-ce pas? Et donc, je ne suis pas sûr que cette formulation nécessairement produit une collectivité. Bon, mais c'est la question qu'on va se poser. Donc, on va essayer de regarder ces textes d'un peu plus près pour voir quels sont ces arguments et comment on peut s'en sortir. Personnellement, enfin, j'aimerais, autant que Daniel est, j'aimerais pouvoir trouver une direction normative interne à la généalogie. J'aimerais, ça me faciliterait ma vie, en fait. Parce que le grand problème dans ma vie, c'est de fonder mes propres valeurs. Donc, si je pouvais dire, eh bien, c'est dans la critique de la prison qu'on peut trouver l'abolition et les valeurs abolitionnistes, je serais absolument ravi. Ça résoudrait tous mes problèmes. Je pourrais arrêter, je pourrais aller à la retraite. Je pourrais arrêter de me poser des questions, en fait. C'est des questions que je me pose depuis toujours, toute ma vie. Donc, d'où viennent ces valeurs, vraiment? Donc, si je pouvais trouver ça dans la généalogie, je serais très heureux. Mais j'en suis pas encore sûr. Je ne suis pas encore sûr. Bien que le fait que Foucault retrouve le réformisme à l'origine de la prison semble être un petit astre, une petite étoile, un glimmer of hope que je pourrais en fait trouver quelque chose comme l'abolition dans l'origine même de la prison. Bon, ok, alors commençons. Colin Koopman. Je crois qu'on va utiliser, ça va être un peu Colin Koopman, ensuite Daniel Eloisini, ensuite Amy Allen. Amy Allen va venir un peu partout. Colin Koopman. Alors, ce que je dirais, c'est que le vrai problème dans le débat, je l'identifie à la page 83 du livre de Colin Koopman, Genealogy as Critique. OK? Donc, vous l'avez devant vous. C'est à la page 83 de ce livre. Et je dirais que c'est en bas de la page
83. Et là, je dirais que en fait, c'est ça qui me fait réagir de la manière dont je réagis. Quand il écrit, je vais dire en anglais parce que c'est en anglais, having characterized two prominent but deficient uses of genealogy. C'est le mot deficient qui me trouble le plus. I shall now go on to show how Foucault facilitates avoiding the failings to which these competing conceptions are subject. Okay? Failings. C'est le mot de deficient et de failings. Et à la page suivante. I shall offer it, en bas de cette page encore, in contrast to the foregoing pictures of genealogy as vindication and subversion, donc les deux utilisations de la généalogie qui sont déficients, n'est-ce pas, c'est vindicating and subversion, vindication and debunking genealogies. I shall offer a detailed portrait of how Foucault deployed genealogy in the service of what he called problematization, but before moving on to Foucault, it is worth observing that he is not the only historian philosopher who has effectively navigated between the all too common errors of subversion and vindication. Okay, all too common errors. Donc, ce sont ces mots-là, deficient, failings et all too common errors, que je rejette. Je ne pense pas que qu'on peut dire ça des formes de généalogie qui sont vindicating et des formes de généalogie qui sont demystifying. D'autres endroits, on retrouve donc ce même propos, donc qu'il y a en fait erreur, qu'il y a une forme d'erreur à la page 87. Quand il parle de, c'est en 6 lignes au début du chapitre 3, What Problematization is, the form of error is the same in both cases, insofar as both use history to evaluate the present. Okay? Donc, c'est dans ces mots-là qui me tracassent, c'est ces mots-là qui me tracassent le plus. Et ce n'est pas surprenant, d'une certaine manière, parce qu'il est en train d'utiliser des mots qui représente vérité et erreur, n'est-ce pas? OK. Bon, alors, maintenant, la raison qu'il est prêt à utiliser de tels termes, et enfin, je devrais vous dire bien sûr que je devrais juste mettre en contexte, c'est un bouquin formidable. Et Colin Koopman est brillant. Donc là, je suis en train de dialoguer avec quelqu'un que je respecte immensément. Il a un autre livre qui est vraiment important. Zut alors, bien sûr, où il développe la notion de data power and info power. C'est un travail qui est directement en conversation avec mon autre travail sur la société d'exposition. Fonda, if you're there, can you pop the name of the book in for Colin Koopman's book? Yes, How We Became Our Own Data, c'est ça? How We Became Our Own Data. Superbe, livre superbe. Il fait du travail vraiment précis, historique, vraiment superbe. Merci, Fonda. Donc, vous l'avez là. How We Became Our Own Data. Il développe là un concept d'une forme de pouvoir différente que le pouvoir disciplinaire, que le panopticon. C'est quelque chose qu'il appelle data power, quelque chose qu'il appelle info power. C'est vraiment un livre formidable. Et maintenant, il est en train de faire une recherche qui va être vraiment admirable sur W.E.B. Du Bois et son utilisation des sciences sociales. Il fait une généalogie
il est en train de faire une généalogie du présent. Il retrouve certaines choses chez Du Bois. Il avait donné un papier récemment, j'étais sur un panel avec lui, c'était dans le colloque de Daniele Lorenzini sur le Artificial Intelligence et les algorithms il y a quelques semaines. J'essaierai de trouver ça pour vous. Mais de toute façon, juste pour vous dire, je choisis ces trois penseurs et je critique ces trois penseurs parce que c'est les trois penseurs avec qui je m'accorde le plus. Okay? C'est vrai pour Daniele Lorenzini, je le trouve absolument brillant aussi. Je ne sais pas si vous l'avez rencontré ou si vous l'avez, parce qu'il est souvent il est un des membres de l'édition scientifique des cours et travaux. Donc c'est lui qui édite le prochain volume. Ah, vous savez, le volume d'Arianna Sfortini est sorti, donc j'espère que vous allez l'acheter, le lire. Il vient de sortir, donc il existe maintenant. Le prochain volume, c'est les cours de Tunis, et c'est Daniele Lorenzini qui est en train de les faire. Donc Daniele, il a travaillé chez moi à Center for Contemporary Critical Thought, Columbia Center. Donc je le considérerais comme mon frère s'il n'était pas trop jeune. Donc je le considère comme presque un fils. Mais bon, j'adore son travail. Et Amy Allen, qui est prof de philosophie à Pennsylvania State University, est aussi absolument brillante. Son livre The End of Progress, que vous avez maintenant, vous devez le lire. C'est un livre superbe. C'est un livre que j'étais complètement en dialogue avec pour Critique and Praxis. Et donc c'est du travail superbe. Salut. Et du reste, elle intervient chaque année dans mes 13-13. Cette année, elle a intervenu sur le thème de Rosa Luxemburg. L'année dernière, elle avait intervenu sur W.E.B. Du Bois, et c'est elle qui avait proposé une lecture marxiste de Black Reconstruction in America. Chaque fois qu'elle intervient, elle écrit un texte que je poste qui est superbe. Je veux dire, donc là, je vais être très engagé de manière un peu confrontationnelle avec ces trois auteurs, mais juste pour vous dire, c'est des gens que je respecte le plus. Okay? Donc, je suis en train d'essayer de penser avec eux, bien que je suis complètement donc en désaccord. That was the point I was trying to make. Je suis complètement en désaccord avec cette utilisation d'un concept d'erreur pour évaluer une forme de généalogie. OK? Bon, alors, ce concept d'erreur chez Colin Koopman vient l'origine de cette d'utilisation d'erreur chez Colin Koopman vient de ce qu'on appelle la critique de Nietzsche et de Foucault qui s'appelle The Genetic Fallacy. Okay? Donc la critique qui a été formulée en partie, comme Colin Koopman le montre bien, et auquel il répond, par Nancy Fraser et Axel Honneth et d'autres qui ont dit que Foucault et avant lui Nietzsche font une erreur qui s'appelle the genetic fallacy, l'erreur génétique, de dire que on peut s'opposer à un objet, à une pratique, une institution, donc l'objet de la généalogie, à cause du fait que l'objet trace ses origines à quelque chose de néfaste. Okay? En d'autres mots, donc, the genetic fallacy, c'est l'idée qu'on a simplement besoin de démontrer que, par exemple, la moralité aujourd'hui
qui domine, qui est la moralité bien et mal, mal dans le sens de evil, n'est-ce pas? Que ça trace donc à une confrontation où les plus démunis ont en fait réussi à prendre le dessus au-dessus des nobles, n'est-ce pas? Qu'on peut tracer ça donc à quelque chose qu'on dirait ah ben non, on n'aime pas ça, et que c'est la forme d'évaluation qui en dérive. Que ça, c'est l'erreur. Un autre exemple, et c'est un exemple qui démontre, je crois pour moi, qu'il n'y a pas de genetic fallacy. C'est aujourd'hui aux États-Unis, beaucoup de chercheurs font une généalogie de la police contemporaine aux États-Unis et tracent la police contemporaine aux États-Unis à l'esclavage et aux slave patrols, donc aux patrouilles qui étaient responsables de faire la police des personnes qui étaient esclavagées, n'est-ce pas? Bon, la critique la critique genetic fallacy, ce serait de dire juste parce que ça vient des slave patrols, ça ne veut pas dire que ce n'est pas une bonne chose, la police aujourd'hui. Right? Donc, on ne peut pas dire que, bon, ça a une mauvaise origine peut-être, c'est une origine qu'on pourrait dire, ouais, non, c'était dégueulasse, dégoûtant, ça n'aurait pas dû se passer, etc. Mais, bah voilà, mais c'est pas pour cette raison-là que la police aujourd'hui, contemporaine, qui en est né peut-être, même si j'accepte toute la généalogie, hein, j'accepte complètement. C'est pas, ce qui est faux, ce n'est pas la généalogie. Ce qui est faux, c'est l'évaluation normative de l'objet généalisé, aujourd'hui. Right? Donc, c'est ce qui est. Et donc, enfin, est-ce que c'était, en fait, c'était Habermas, c'était pas Axel tellement, c'était Habermas qui disait qu'il y avait une cryptonormativité chez Foucault, n'est-ce pas? Et la cryptonormativité chez Foucault, c'était cette critique de genetic fallacy. Donc, il est contre les prisons parce que, pourquoi est-ce qu'il est contre les prisons? Ben, il est contre les prisons. Il ne dit pas qu'il est contre les prisons tellement, mais ça sort on sort du livre, on pense qu'il est contre les prisons, il y a une cryptonormativité, c'est pas clair. L'accusation de Nancy Fraser, par exemple, contre Foucault sur les prisons, ce serait la suivante. Et en fait, il y a du debunking dans le livre Surveiller et punir. On peut caractériser la généalogie de Surveiller et punir en partie, je dirais, comme du debunking. De la façon suivante, d'habitude, on pense tous que la prison est le résultat des Lumières et de la raison, et du fait qu'on est devenu beaucoup plus civilisé. C'est ça. Donc, il y a en fait l'histoire habituelle de la prison est une forme de vindicating genealogy, je dirais. Le discours habituel, le discours le plus commun, le discours qui domine, qui est hégémonique aujourd'hui dans l'Occident, c'est en fait a vindicating genealogy of the prison, où on se dit, en fait, non, oui, c'est né de la raison, des Lumières, du fait qu'on est devenu plus civilisé. Right? Et c'est ça qui rend la prison acceptable aujourd'hui.
Parce qu'on se dit, bah, écoutez, c'est mieux que quand même, ouais, non, dans le Moyen-Âge, ils faisaient tout genre de supplices, de tortures, c'était vraiment dégueulasse. Le Moyen-Âge, c'était vraiment terrible. Heureusement qu'il y avait des gens là, on adore ces gens. Diderot, tous les. C'est nos dieux. Ils nous ont civilisés, ils ont compris, ils ont vu, et puis voilà. Bah, et la prison, c'est rationnel. Voilà. Bon, okay. Tout ça, en fait, it is a validating genealogy. Et donc, une des choses que Surveiller et Punir fait, c'est d'essayer de montrer que non, en fait, la prison n'est pas née des Lumières. La prison est née du fait que, au XIXe siècle, on a bien compris comment punir mieux, n'est-ce pas? Il y a cette ligne formidable à la fin de la deuxième partie. Tiens, je pourrais partager ça avec vous aussi. À la fin de la deuxième partie, je crois, de Surveiller et Punir, je vais partager avec vous sur le chat. Si ça vous intéresse. So these are all working documents, right? So because we're working in a small group, I can share these with you, okay? Don't go around distributing them, right? Attends une seconde. Je crois que, est-ce que c'est tout le volume là? Non, c'est seulement la notice. Attendez. Zut, pardon. Attendez. Oh là là, zut. Ça va me prendre trop de temps pour trouver ça. Bon, de toute façon, bon, ça, je trouverai pendant un break ou quelque chose. Il y a ce passage formidable dans Surveiller et Punir où il dit ce n'était pas pour punir moins, n'est-ce pas? C'était pour punir mieux. Right? Right? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est du debunking. Right? C'est du debunking des Lumières. Et c'est de bien comprendre qu'en fait, la prison est née d'une meilleure technologie de contrôle. N'est-ce pas? Une fois qu'on... Bon, alors, donc le travail que ça fait, c'est du debunking. Bon. L'argument de Colin Koopman, c'est que le genetic fallacy est en fait une erreur. Et comme vous pouvez le voir, à la page 90 de son texte, to summarize, my defense of Foucault against Fraser's charge that he commits the genetic fallacy involves provisional acceptance of Fraser's first premise that genetic reasoning is fallacious, right? Et donc, lui, il est prêt à prendre position qu'il y a une erreur dans les formes de généalogie qui utilisent cette question de source comme ayant une force normative. Okay. Moi, je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas que je ne vois pas pourquoi ça ne nous donnerait pas un éclairage sur un objet ou une pratique ou une institution. Donc,
Donc, je crois qu'une des plus grandes différences, peut-être, c'est simplement que je n'y crois pas au genetic fallacy. Je crois que si, en fait, on fait une généalogie qu'on est prêt à accepter, parce que lui, ce n'est pas une question que la généalogie est fausse ou mal faite, si on est prêt à l'accepter, il me semble que c'est une source c'est une bonne source d'évaluation, de début d'évaluation. Peut-être c'est pas conclusive, peut-être que ça veut pas dire qu'on ne changera pas son avis. Mais je dirais que c'est pas à négliger, c'est pas quelque chose qu'on pourrait dire c'est une erreur. Voilà. Et donc, je crois que là, c'est vraiment le plus grand point de différence que j'ai avec Colin Koopman. Parce qu'en fait, c'est l'erreur génétique qui lui donne ensuite ce langage de forme d'erreur, de two common errors, etc. Alors, ce qui veut dire que dans son texte, finalement, il s'oppose aux deux autres formes de généalogie. Il propose qu'ils sont en fait mutually exclusive et que le généalogiste qui se conduit bien devrait faire de la problématisation et non pas des autres deux formes. Il écrit son livre, bien sûr, avant la quatrième forme de Possibilizing Genealogy que Daniele Lorenzini propose dans son article en 2020. Donc, il y avait seulement à l'époque trois types. Et c'est là, je pense, ce que je trouverais de plus problématique dans son approche. Alors, il faut bien comprendre que je crois que Amy Allen, dans The End of Progress, et c'est vers la page, attendez, je vais vous trouver ça. Vous avez le texte, The End of Progress aussi. C'est vers la page, je crois que c'était vers la page 89. Non, je crois que c'était 89, mais attendez. Est-ce que tu as un passage en tête, Florian, ou... C'est sur la historical problematization. Ouais, ok, 188. Maybe it's 188. Essayons de trouver ça. Amy Allen, 188. Ah, merci, Elsa. Exact. Ah, mais ce passage est très utile. Non pas moins punir, mais punir mieux. Bon, ok. Je veux dire, c'est complètement différent, right? Je veux dire, si la prison vient de ce désir, non pas de moins punir, mais de punir mieux, c'est pas une erreur génétique de commencer à se poser des questions, de faire une évaluation. Ok, parfait, merci. On y reviendra parce que le réformisme est là-dedans aussi. Bien. Amy Allen, End of Progress, elle a un passage très intéressant où ce qu'elle propose, et là je entièrement d'accord avec elle, en fait Foucault faisait non seulement du problematizing genealogy, mais aussi du demystifying ou debunking genealogy, et aussi des fois
du validating. Ok, voilà. Non, pardon, excusez-moi. Je crois que c'est donc 190. Non, 188. Ok, do you guys have... je crois que c'est quand 188. Je vais vous trouver ça. De toute façon, c'est un passage, je vous trouverai, où elle propose qu'en fait, c'est différent, que ce n'est pas une question d'exclusivité. Ce n'est pas simplement Nietzsche faisait du debunking, Foucault fait du problematization, etc. Mais qu'en fait, dans la problématisation, dans la forme de problématisation généalogique de Foucault, on retrouve des éléments de debunking, on retrouve des éléments de validating. Je crois que c'est 190. 190. However, each of these three modes of genealogical inquiry uses such knowledge for different ends. OK. OK, parfait. C'est à la fin de la page, là? Oui, c'est à la fin. Ouais, à la fin de la page. Et elle propose même que... voilà, exactly, yeah. The third mode of genealogical inquiry, en bas de la page 190, hein, the third mode of genealogical inquiry has both subversive, ça c'est debunking, et vindicatory features insofar as aims to reveal both the dangers and the promise contained in the values, concepts, or forms of life whose contingent history is traced. But its aim is neither simply subversive nor vindicatory. Right? Donc, ce n'est pas simplement l'un ou l'autre, mais il y a des éléments, Et c'est dans ce contexte-là, du reste, qu'elle propose que chez Foucault, il y a ces éléments aussi. Voilà. C'est sur cette même page. Moreover, en plus bas sur cette page, sur la page 191, pardon, 191, à la page 181. Moreover, although the aim of Foucault's genealogy is clearly not to vindicate our current practices or forms of rationality, there's an important, if often underappreciated, vindicatory element in his problematizing genealogical method. Okay. OK. Alors, mais où est-ce qu'on trouverait cet élément, par exemple, vindicatory element chez Foucault? Alors, c'est là où je vais rapidement, enfin, j'allais d'abord faire Colin, ensuite Daniel et Amy, mais ça se mélange un peu, mais on retrouve ça en fait dans le texte de Daniel. On possibilizing genealogy. Alors, comme vous avez compris, ce qu'il essaye de faire dans ce texte, on possibilizing genealogy, Daniel, c'est de dire que non, en fait, Foucault et Deleuze ne sont pas simplement en train de faire de la problématisation. Ça ne se limite pas à créer un problème où il n'y en avait pas avant. Okay? Qu'en fait, ils sont en train non seulement de créer un problème, mais aussi de proposer des possibilités de résolution. Et quand il parle, et on y reviendra, mais quand il parle de cette notion de we-making, n'est-ce pas? Donc, si vous regardez le texte de Daniel à la page... le we-making de Daniel à la page 8, par exemple, de Possibilizing. Ce qu'il propose, c'est... vers la page 10.
Okay. L'articulation la plus claire de cet argument au sujet du we-making se trouve peut-être à la page 16, okay, où il écrit, en fin de compte, c'est donc sa conclusion, Indeed, thanks to its possibilizing dimension, it possesses the normative force that derives from the constitution of a concrete framework for political action, a political we, that allows genealogy itself to answer the question, why resist, by generating a sense of political commitment in its readers. Okay. Alors, ce sens de political commitment, d'engagement politique, de création d'un sens, d'un nous qui sont engagés, Daniel propose qu'on le retrouve à travers plusieurs textes et du travail. C'est à la page 9 et à la page 10 où il crée cette liste d'endroits où on retrouve des gens qui ont résisté. Herculine Barbin, par exemple, okay? Les nu-pieds. Alors, vous savez, le deuxième cours au Collège de France sur théorie et institution pénale est un cours 71-72 qui commence avec 7 leçons très historiques sur les nu-pieds et la rébellion en Normandie en 1639, si je ne me trompe pas. Bon, et ce qu'il est en train de faire ici, quand il accumule un peu Herculine Barbin, on pourrait penser à Pierre Rivière, on pense aux nu-pieds, etc. Il est en train de nous donner des gens, des situations qui ont résisté à la domination et à l'oppression, right? Donc, c'est la notion des hommes et femmes infâmes chez Foucault, n'est-ce pas? Et il avait prévu de faire toute une série de livres sur, enfin, il appelait ça les hommes infâmes, mais c'est les hommes et femmes infâmes, enfin, et même peut-être qu'on devrait les... C'est même plus homme-femme maintenant, so, I mean, it's got to be like personne infâme or something like that. Et donc, il avait prévu de faire toute une série de livres avec Herculine Barbin aurait été le premier, etc. Mais qu'est-ce qu'il était en train de faire là? Il me semble qu'il était en train de faire une forme, il y avait un élément de vindicating dans ce travail-là. Hein? C'est un élément de vindicating la résistance à l'oppression. Et donc, je crois qu'on pourrait retrouver ici, dans ce travail-là, un élément qui est à la fois, ce sont des généalogies. Alors, par exemple, les nu-pieds. Donc ça, c'est théorie institution pénale. Okay? Deuxième cours au Collège de France. Ça commence en 1971, en fait. Il est en plein GIP, groupe d'information sur les prisons. Il est en plein répression gaulliste des mouvements non parlementaires, emprisonnement des maoïstes et tout ça. Il commence ce cours-là, vous vous rappelez, pas besoin d'introduction. Hein. On comprend très bien la situation. Et il se lance dans ce contexte historique de 1639. Okay? Et c'est vraiment ensuite, ça devient du détail, c'est vraiment sur le chancelier Séguier qui était la personne qui a mené la répression pour Richelieu contre les soulèvements des nu-pieds. Cette leçon. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Bon, il est en train de faire une histoire du présent. Et c'était tellement évident qu'il n'avait pas besoin de le dire. C'est pour ça qu'il a dit pas besoin d'introduction. Il faisait une histoire du présent. Il faisait une histoire de
il faisait une histoire de la répression, du type de répression qu'il identifiait en 1971, type de répression qui avait au centre de ce type la création d'ennemis internes, d'ennemis qu'il caractérisera comme les ennemis sociaux. Donc, il est en train d'essayer de comprendre la logique de la création de l'ennemi interne, que j'ai trouvé très productif. En fait, je dirais que la contre-révolution depuis le 11 septembre a été la création d'ennemis internes aux États-Unis. Les musulmans, les protesters, etc. Bon. Donc, c'est une généalogie du présent qui a un élément vindicating, parce qu'il y a une certaine valorisation de la rébellion, mais aussi un élément debunking, parce qu'il est en train d'essayer de trouver l'origine de notre répression aujourd'hui dans cette répression qui était tellement évidente dans la répression de Richelieu et de Séguier. Forme de militarisation, criminalisation. Donc, c'est très intéressant parce que c'est vraiment très courant. Enfin, c'était courant en 71, très courant aujourd'hui. La manière dont le militaire et le pénal se mettent ensemble, travaillent ensemble. On peut utiliser un peu le langage de criminalité pour impliquer des interventions plutôt militaires. Bon, je dirais en fin de compte que s'il y a un petit correctif à faire avec cette leçon, ce serait que Foucault aurait pu, et c'était un peu trop focalisé sur la domination, comme souvent c'est le cas. Donc il y avait pas assez de, je crois, il y avait pas assez de démonstration de la résistance. Mais de toute façon, c'est une généalogie problématisante qui est en même temps validante et démystifiante. Oui. Ok. Ouais. Est-ce que cette valorisation, cette généalogie validante de la résistance à l'oppression, c'est pas la seule généalogie validante et problématisante possible? Parce que une généalogie validante d'une institution oppressive, elle n'est pas validante. Ouais. Il se peut, hein. Il se peut que... Alors, je ne sais pas, les définitions, je ne sais pas si je suis en train de créer des définitions qui, une fois qu'on les a définies, ça se... Maybe a loop here, OK? Mais il est possible que les seules généalogies critiques qui utilisent de la validation valident des formes de résistance. Et je dirais que moi, donc, la semaine dernière, cette semaine aussi, quand je dis par exemple que Abolition Feminism de Angela Davis, Gina Dent, le livre qu'on a étudié il y a 2 semaines, quand je dis que ça c'est une des plus belles illustrations d'une généalogie critique aujourd'hui, partie elle est validante des formes de résistance. Donc pour moi, la mesure d'une généalogie critique, c'est une généalogie qui nous donne, qui nourrit nos formes de pratique. Et il me semble que peut-être, vous avez raison, tu as raison, qu'en fait, ça veut dire on valide les résistances et on démystifie, on debunk les formes de domination. Malheureusement, ça devient un peu trop... ça me semble
d'une certaine manière, ça semble comme si c'est ce que je suis en train de dire. D'autre part, quand je le dis, ça me frappe comme étant un peu trop grossier. Right? Si c'est le cas, c'est un peu grossier. Ça veut dire qu'on valide toujours les formes de résistance. Enfin, pas toutes les formes de résistance devraient nécessairement être validées. Non, mais c'est le seul moyen, enfin, valider les formes de résistance, ça m'apparaît comme le seul moyen de faire une généalogie qui soit à la fois validante et à la fois problématisante. Ou sinon, c'est pas problématisant, ou sinon, c'est pas validant. Oui, mais attends, et Florian, une seconde. Ça pourrait être problématisant. C'est quand même une dimension différente que ce que j'appelle critique, dans le sens que problématisant, ça veut dire que ça dénaturalise quelque chose. Par exemple, problématisante dans le contexte contemporain américain abolitionniste, ce qui est naturalisé, c'est que l'origine, disons premièrement, l'origine du mouvement Black Lives Matter 2014 et 2020, l'origine, enfin la cause immédiate, mais ça pourrait être une généalogie, enfin, l'origine, c'est les meurtres policiers. Si on commence à faire de la généalogie plus loin de l'abolition et de ce mouvement-là, une des formes de généalogie les plus typiques, ça irait vers Black Panthers, peut-être, George Jackson, peut-être, en d'autres mots, ou bien Malcolm X, peut-être. Enfin, donc, tous mes Revolution 13 sessions, d'une certaine manière, pourraient être généalogiquement liés au mouvement for Black Lives aujourd'hui. Et je pense que dans l'imagination contemporaine, quand on pense à des mouvements sociaux qui sont liés aux questions de race aux États-Unis, on tend plutôt à les identifier à des hommes. Plutôt, c'est probablement plus the Black Panthers, Huey Newton, ou bien the Civil Rights Movement, auquel on identifie Martin Luther King immédiatement, ou bien Malcolm X, right? Ce qu'ils sont en train de faire, Abolition Feminism, c'est d'essayer de trouver une autre généalogie qui trace au mouvement féministe abolitionniste. Et dans ce sens-là, c'est du debunking, je pense, en partie. C'est du validating du féminisme abolitionniste, et donc de tous ces petits groupuscules féministes à Chicago, à New York, etc., que beaucoup de monde ne se rappelle pas même de leur existence, mais, Daughters of Assata Shakur, c'est un petit groupe à Chicago, un tout petit groupe qui s'appelait les filles de Assata Shakur, qui est une personne qui est identifiée comme étant très révolutionnaire. Assata Shakur faisait partie d'un mouvement révolutionnaire, Black Liberation Movement. Il y a eu quelques policiers qui ont été tués dans une confrontation. Elle est partie au Cuba. Elle habite encore au Cuba. Elle a écrit une autobiographie qui est très importante, etc. Bon, il y a un petit groupe qui s'appelle The Daughters of Assata Shakur, on les oublie, mais ce qu'ils essayent de faire là, c'est de valider
ce mouvement et en même temps de faire... Donc je crois peut-être, Martin, dans ce contexte-là, il y a à la fois validation et debunking, et certainement problématisation, n'est-ce pas? Parce qu'on est en train de problématiser le fait qu'on pense tous tout de suite, correctement, aux Black Panthers ou quelque chose comme ça, peut-être. Pour reprendre ce que dit Martin, on le fait en Vindicating and Reform of Resistance avec ces groupes féministes qui aussi sont des pratiques de résistance. C'est ça, ouais. C'est tous les trois liés, en fait. On problématise quelque chose. Et alors, on problématise quelque chose qui est accepté, naturalisé. On le problématise, en fait, pour que plus de monde ou que peut-être plus de feminist abolitionists aient de l'énergie, du courage, se mettent dans le mouvement. Donc, c'est une problématisation qui possibilise, en validant les antécédents feminist abolitionnistes et en minimisant les précédents Black Panther ou quelque chose comme ça. Donc oui, donc c'est une combinaison de toutes ces différentes formes. Ce qu'il nous faudrait, ce que j'aimerais bien essayer de trouver, parce que sinon j'ai peur que ce soit trop simpliste, c'est est-ce qu'on pourrait trouver est-ce qu'il y a des validations, est-ce qu'il y a des généalogies validantes de formes de domination? Certainement, là, il y avait du debunking de quelque chose qu'on aime, dont on est, qui est valorisé. Il y a un debunking du Black Panther Party, mais le Black Panther Party, c'est assez valorisé, enfin, dans certains cercles. Florian, vas-y, explique-moi. Ouais, c'est juste quelqu'un, je crois, qui a essayé de faire une généalogie de domination. C'est Chamaï, peut-être, qui a écrit une généalogie du libéralisme autoritaire, où il lit les textes de management Oui. et essaye de... Là, je dirais, c'est problématisant dans le sens où on peut prendre une forme d'écart oui. au texte du management et on voit que ça c'est naturalisé dans notre société, comment nous sommes gouvernés. Et en même temps, est-ce que c'est une forme de validation d'une forme de domination ouais, je ne sais pas. Pourquoi est-ce que tu penses que ce serait validant? Dans le sens, on montre que ces textes-là et les pratiques sont présents dans notre société, sont naturalisés et oui. sont des vraies formes de domination. Oui, donc c'est une problématisation, oui, parce que c'est naturalisé et maintenant qu'on étudie ça, on se dit, ah tiens, attends, peut-être qu'il y a problème. Ouais. Mais debunking, il me semble, parce que... enfin, qu'est-ce que c'est debunk? Qu'est-ce que ça debunk? Ça debunk les formes d'oppression dans la société contemporaine. Mais ce que tu veux dire, c'est que les management texts ne sont pas, c'est pas quelque chose d'habitude auquel on se dirait, ah non, c'est terrible. Oui, 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 oui. Et ça, c'est intéressant, je trouve, dans le sens, il renverse un peu la méthodologie généalogique et il ne valide pas la résistance dans son... Mais ça permet une nouvelle perspective pour la résistance, peut-être. C'est pas la démarche que j'aurais cru, une solution possible. Ouais. Ce que je voulais dire, en fait, je crois souvent c'est beaucoup plus compliqué. Foucault, dans sa présentation de la vie de son enfant, et il dit c'est justement très compliqué de valider la résistance de cette personne-là, parce que le seul moyen d'accéder à leur vie, c'est par les textes de policiers, par les textes des institutions pénales. Donc en fait, il faut passer par le pouvoir qui touche ces vies
pour les valider d'une certaine façon et cerner ce Ouais. qui est la résistance et ce qui Ouais. n'est pas la résistance. Ouais. Donc, Ouais. on passe par tous les Ouais. banking, Ouais. trading. Ouais. Et ça se lie directement à ce qui s'appelle critical fabulation. Et ça revient à une autre discussion qu'on avait sur Saidiya Hartman et sur le travail de Saidiya Hartman, dont j'ai parlé avant. Venus in Two Acts. Je ne sais pas si on en a parlé de Venus in Two Acts. Alors ça, c'est un texte absolument incroyable que je vais partager avec vous parce que ça, c'est that'll make your head, et ben, je t'avais recommandé Hartman sur Wayward Lives. Tiens, voilà. Venus in Two Acts, je viens de vous le partager. Alors, c'est un article sur une jeune femme qui était esclave pendant le Middle Passage. Et il y avait une autre jeune femme sur le bateau qui était aussi esclave, dont on n'entend jamais l'histoire. Je crois, les deux sont mortes. Et la seule référence, c'est à Venus dans le procès. Il y a eu un procès. Et ce qu'elle essaye de démontrer, c'est que quand on veut faire l'histoire ou quand on veut dire l'histoire, je ne sais pas si c'est des généalogies, mais peut-être des histoires, quand on veut dire des histoires sur les hommes et les femmes infâmes, vraiment, il n'y a pas d'archives. C'est ce que tu disais justement. Et donc, il faut essayer d'imaginer ce que l'archive aurait pu dire. Right? Alors là, elle développe son idée de critical fabulation. Dans le texte de Sarah Haley, que j'ai distribué aussi, No Mercy Here, qui est vraiment, c'est sur la peine en Georgia, l'État américain, au début du 19e siècle, contre les Black women. Et c'est vraiment un texte remarquable où elle aussi, elle fait ce travail d'essayer d'imaginer, parce qu'il n'y a pas d'archives. Enfin, on ne sait pas ce qui se passait, on ne sait pas exactement ce qu'elle pensait. Donc, il faut imaginer. Mais dis-moi comment ça revient. Comment est-ce que ça revient au debunking, au validating, dans le cas de Chamaillou? Ouais, c'est une bonne question. Ok. C'était juste. Ouais. Non, je dirais c'est une forme de problématisation, une dénaturalisation, debunking. Dans quel sens? Ouais, je vois pas. Ben, disons que d'habitude, les manuels de management ne sont pas, on n'y pense pas comme étant vraiment, c'est pas, they're not as dark as we would tend to think other objects are, right? You know, like 1950s management books and things like that. C'est Luc Boltanski et Cepello de Nouvel Esprit du Capitalisme aussi utilisent les management texts pour montrer la manière dont ça c'est aussi une généalogie. Mais c'est intéressant
Ouais, c'est particulièrement intéressant, je pense, parce que ça n'a pas le même caractère absolument néo. C'est du néolibéralisme mou. Peut-être le cas le plus flagrant avec tout ce qui a été de vindication d'une forme oppressive, c'est peut-être justement des analyses du libéralisme. C'est ce qui est dit après, c'est-à-dire des textes des néolibéraux, mais du coup des années 30, qui envisagent comment modifier. En fait, finalement, on pourrait dire c'est les théories du nudge. Avant là, ça a modifié la structure d'incitation au lieu d'avoir une figure oppressive directement, et où là, il a pu être reproché à Foucault de voir dans cette forme de et là, je sais pas, mais c'est un peu comme surveiller et punir presque là, right? C'est pas punir moins, c'est punir mieux. C'est pas gérer les personnes moins, c'est gérer les personnes mieux d'une certaine manière. La différence que justement, quand on ne punit pas moins mais mieux, il y a les personnes sont peut-être plus opprimées par la prison, alors que les méthodes justement du néolibéralisme, associées à ça, ou à la Becker, ont des résultats sur les personnes individuelles qui sont moins. L'oppression impersonnelle des marchés va être moins violente que celle des. Oui, et c'est pour cette raison qu'il y a moins de résistance, ou c'est pour cette raison qu'il y a désir plutôt que résistance, ou quelque chose comme ça. Oui, mais en partie, c'était le propos de surveiller et punir, n'est-ce pas? Right? I mean, d'une certaine manière. C'était le côté doux, le côté un peu plus doux, pas doux, mais un peu plus doux, comparé au supplice de Damien. Right? Et quand Foucault, un des termes qu'il a utilisé dans ce livre, c'était l'archipel carcéral. L'archipel carcéral. J'en écris dans la notice du reste. C'est à la note 3, si je ne me trompe pas. Est-ce que j'ai ouvert ma propre notice? Parce que, oui, dans la notice. Ce qui est intéressant, c'est à la page 1463, là, en bas de la page, au milieu. Au milieu de la page, 14 quoi? C'est la notice pour surveiller et punir dans la Pléiade, à la page 1463. Foucault inquiète ce dualisme. Vous l'avez ou là? Non? It's in the chat box. I threw it in the chat box, no? It's Harcourt Notice S&P. Le réseau, il ne marche pas très bien de l'EHESS, donc ça se déconnecte. Ok. Je sais, moi, je suis sur EDU, EDU Rome, qui marche un peu mieux, je crois. Mais c'est cet argument à la page 1463, le contexte immédiat à la publication de Surveiller et punir est celui de la guerre froide, de la confrontation entre, selon les points de vue, communisme, goulag totalitaire d'un côté, libéralisme, exploitation capitaliste de l'autre. Et Foucault inquiète ce dualisme en étudiant le fonctionnement des casernes. Donc l'archipel carcéral, il faut comprendre que quand il utilise ce mot archipel carcéral en 75, il y a quand même le Goulag Archipelago dans la tête des gens, n'est-ce pas? Et du reste, et Daniel Deferme avait toujours dit, il n'était pas content qu'il avait utilisé ce terme, il l'a ôté dans les éditions, etc. J'ai regardé toutes les éditions et ça n'a jamais été, retiré. Alors ça, c'est la note 3. C'est un truc assez intéressant, un petit détail assez intéressant au sujet de surveiller et punir. Disons que il y avait une question, il indique qu'a été... Ah ouais, non, c'est Foucault qui avait dit ça même. Une note d'éditeur ajoute à l'entretien en 1994 que l'expression a été supprimée dans les éditions suivantes de Surveiller et punir. Bon, c'est pas vrai, ça n'a jamais été supprimé. Et ça a voulu être supprimé. Pourquoi est-ce que ça a voulu être supprimé? Enfin, pourquoi est-ce que Daniel Deferme a voulu supprimer ça? Pourquoi est-ce qu'il a dit que Foucault avait voulu supprimer ça? C'est que quand même, c'est un peu
grossier peut-être de comparer. Non, moi je ne trouve pas que c'est grossier, mais je crois qu'il y a des gens qui auraient pensé, attendez une minute, vous n'allez pas comparer l'archipel carcéral occidental en 1971, 12, 15 au goulag, right? Mais en fait, c'est ce qu'il était en train d'essayer de faire. Enfin, je crois que l'intervention centrale de ce texte, c'était d'essayer de montrer que nous avons notre propre Gulag Archipelago in the West et que c'était le produit d'un certain néolibéralisme, right? Et que et voilà, et c'était ça. Je crois que ça, c'est vraiment pour moi l'apport le plus important de ce livre, c'est de nous dire, oui, vous tous, vous critiquez le goulag, mais vous en avez un vous-même que vous ne voyez pas, right? Certainement aux États-Unis, c'est prescient pour les États-Unis aujourd'hui. On a un goulag, plus de 2 millions de personnes qui sont emprisonnées aux États-Unis. C'est presque la moitié de la population du Danemark. Et ils sont majoritairement African American et Hispanic. C'est de la folie, right? Mais c'était ça. Ça, c'est du debunking, il me semble. Hein? Et moi, je ne trouve pas que c'est un fallacy. Moi, je ne trouve pas que c'est une erreur. Bon, OK. Alors, revenons un peu au plan. Bon, Colin veut essayer de créer une distinction un peu entre Nietzsche, Deleuze, Foucault d'un côté, Hegel, école de Francfort d'un autre côté, et essayer de montrer que la problématisation qu'on retrouve chez Deleuze et Foucault, c'est vraiment le refus de la dialectique hegelienne. Que c'est le moment, c'est un peu le premier moment du dialectique qui ne se résout pas. Et donc, il faut imaginer que la différence entre une problématisation et peut-être un debunking, c'est que dans le debunking, il y a résolution, il y a le moment de résolution. Et donc, il présente la problématisation, et ça, vous retrouvez plus dans l'autre article que je vous ai donné de Colin Koopman sur Critical Problematization in Foucault and Deleuze, où on trouve ça à la page 89, par exemple, très clairement, que c'est vraiment un certain hegelianisme contre lequel Foucault et Deleuze s'opposent. Et l'idée, c'est que la problématisation pourrait peut-être se comprendre dans un contexte où il y aurait des formes de résolution, nouvelles problématisations, formes de résolution, nouvelles problématisations, mais tout ce qui intéresse Deleuze et Foucault, c'est vraiment ce premier moment de problématisation. Il contraste ça à la dialectique négative dans ce texte. Donc, à la page 89, et le langage ici, je pense,
indexe un peu trop Adorno, qui ne fait pas une apparence physique dans ce texte, mais il me semble que quand on fait référence à la dialectique négative, quand même on est en train de parler d'Adorno. C'est à la page 89 de Critical Problematization in Foucault et Deleuze. Et c'est le paragraphe là qui commence. In the vicinity of that range of philosophical thought that is somewhere between Foucault and Deleuze, we find a crucial philosophical watershed for the 20th century. This is divide between a negative dialectics that would ceaselessly pursue the work of contradiction and an experimental methodology that would engage its reality by way of a work of problematization. The separation between a dialectical and an experimental methodology represents a decisive divide in our philosophical present. Alors là, en fait, la référence à negative dialectics me fait penser à Adorno, et là je dirais plutôt qu'en fait non, il y a plus de ressemblance entre problématisation et dialectique négative de Adorno qui ne se résout pas, qu'il y a d'opposition. Oui, si on pense simplement en dialectique négative hegelienne, mais là je n'utiliserai pas le terme negative dialectics, j'utiliserai Hegelian dialectics ou quelque chose comme ça. Ce qui fait que Colin Koopman vraiment souligne la manière dont la problématisation foucaldienne ne mène pas à un aboutissement. Alors, mais si ça ne mène pas à un aboutissement, comment est-ce que quoi de bon pour la praxis? Alors, c'est là où il y a un peu un manque de clarté, peut-être. Vous vous rappelez peut-être que le livre commence par la question « Qu'est-ce que c'est que la généalogie ?» Ça commence par la question « Que fait la généalogie ?» Et que la réponse, c'est ça démontre des problèmes qui sont souvent submergés. Et j'avais une certaine critique la dernière fois de ces passages, parce que ce n'est pas simplement de démontrer les problèmes, mais aussi de démontrer des solutions ou une pratique ou quelque chose comme ça. Dans le chapitre 4, qui commence vers la page 129, en fait, on commence à retrouver un peu plus de praxis. Il propose à la page 140, par exemple, que la généalogie foucaldienne, il écrit à la page 140, enables rather than disables normative critique. This is so, however, not because genealogy itself supplies us with norms, but because genealogy can effectively be wielded as one part of a broader critical ensemble that looks back, both backward into history and forward into futurity. Et ensuite, ce qu'il propose, c'est que Foucault était en fait, qu'on peut retrouver du réformisme dans le travail de Foucault. Et ça, c'est à la page, ça commence à la page 141, mais on retrouve ça vraiment 141, 142, 143. Et si vous regardez, par exemple, il utilise beaucoup les mots de improving existing practices. Okay? Et à la page 143, il écrit au milieu de la page, au premier tiers, il écrit his aim, à peu près la 10e ligne. Foucault's aim. His aim is better described as providing practitioners, including prisoners, with the tools they might need to begin thinking about ways in which the prison system is problematic and hence
capable of improvement. Et puis ensuite, 5 lignes plus bas. By showing how the present is contingently constructed, Foucault delivered precisely those materials they would need, prisoners, to reform and improve their present. This suggests, of course, an interpretation of Foucault as a radical reformist rather than a revolutionary whose radicalism is merely oppositional. Bon, et c'est une lecture très pragmatique. Et du reste, le premier livre, je crois, de Colin essayait de mettre en conversation la théorie critique et le pragmatisme. C'est quelque chose qui se fait souvent, ça. C'est quelque chose qui se fait souvent, d'essayer de mettre, d'essayer de prendre des théoriciens critiques et de les adoucir et de les mettre en conversation avec les penseurs pragmatiques, comme William James, Dewey particulièrement. C'est un effort, par exemple, Richard Bernstein fait ça dans son livre que autrement brillant et m'a inspiré depuis ma jeunesse, qui s'appelle Praxis and Action. Richard Bernstein. Il essaie de mettre en conversation Marx un peu et la praxis avec la pensée pragmatique. Pardon, oui. Not convinced. Non, je ne suis pas convinced. Non. Non, parce que ce que ça fait, c'est exactement ici, c'est ce que ça fait exactement ici, c'est que ça adoucit et ça crée du réformisme. Ça crée du Deweyan réformisme plutôt que du radical whatnot. Et ça se voit ici, c'est exactement ce qu'il est en train de faire. Hein. Three quarters down, à la page 143. Foucault was rather involved in investigating particular forms that contingently make us up. The most crucial difference separating critical problematization from critical denunciation is that the former invites the work of a pragmatic response to the specific contingencies that form us. Right? Donc, il essaye d'utiliser la notion de problématisation pour pousser une version réformiste de Foucault. Je ne sais pas si c'est un peu adoucir Dewey, parce qu'il y a Ah, c'est vrai, ok, c'est vrai. On pourrait avoir une interprétation, ça dépend de notre interprétation du pragmatism et de Dewey and how radical Dewey was, right? Ce qui est vrai, non, c'est vrai. C'est toujours le cas qu'on peut, you can turn on the volume on thinkers. Brandon Terry, il essaie de radicaliser Martin Luther King. Right? Et on peut, très bien, parce qu'à partir de 67, il est contre la guerre au Vietnam, etc. Mais c'est des lectures. Dewey, on peut le radicaliser aussi. Ici, j'ai l'impression qu'il est en train de l'utiliser pour le déradicaliser, un certain pragmatisme. Par contre, c'est là où je pense que je suis d'accord avec Amy Allen, et dans son texte à elle, elle réfute cette proposition. C'est dans ces pages. Attendez. Hold on for a second. Page 188. À la page 188 de The End of Progress. Je suis beaucoup plus proche de sa lecture où elle dit, page 188, j'y arrive.
Foucault and Adorno envision social transformation not just as a better, fuller realization, blah, 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 but the early work of Foucault, okay. The early work of Foucault in particular is filled with thought experiments that pose this possibility. Someday we might look back at our present preoccupation with mental illness and wonder what all the fuss was about, etc. In order to be genuinely critical, critical theory has to be open to both kinds of social transformation, not just reformism, whether radical or not, but also radical social change. And it has to be careful not to prejudge the outcome of such radical transformations. For to do so would necessarily be to presuppose that our own historical form of life is not only superior to all, but it constitutes the end point of history. Bon, mais ouais. Il y a quoi? Sur réforme et révolution, sur est-ce qu'on oppose réforme et révolution, est-ce qu'il y a des réformes révolutionnaires passées à la date? Ouais. Donc, et bien sûr, là, on peut penser aussi au texte de Rosa Luxembourg contre Edward Bernstein, dont on avait fait ça avec Amy Allen. C'est une raison que j'avais demandé de faire ça. Si ça vous intéresse, il y a toute cette question réforme contre révolution dans le contexte marxiste, mais il y a aussi tout le contexte réforme contre abolition dans le contexte abolitionniste. Donc aujourd'hui, peut-être qu'on en a déjà parlé, certainement, il y a toute cette question de si on veut faire des réformes. Est-ce qu'on veut faire des réformes? Et une des résolutions dans le contexte abolitionniste aujourd'hui, c'est de parler de réformes non réformistes. Ça, c'est l'expression qui est utilisée un peu par les gens. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce sont des réformes qui visent l'abolition. Il y a tout un débat sur cette question. Je crois même qu'on en a peut-être parlé avant. Mais ce qui est intéressant, donc chez Amy Allen, je crois qu'il est assez clair qu'elle présente Foucault comme beaucoup plus révolutionnaire que réformiste. Et c'était là, donc, Elsa, dans ce passage que tu as mis dans le chat, tout au long du XVIIIe siècle, à l'intérieur et à l'extérieur de l'appareil judiciaire, dans la pratique pénale quotidienne comme dans la critique de ses intuitions, on voit se former une nouvelle stratégie pour l'exercice du pouvoir de châtier, et la réforme proprement dite, telle qu'elle se formule dans les théories du droit et telle qu'elle se schématise dans les projets, est la reprise politique ou philosophique de cette stratégie avec ses objectifs premiers, faire de la punition et de la répression des illégalismes une fonction régulière. Non pas moins punir, mais punir mieux. Page 84 de Surveiller et punir. Donc, l'idée que les réformes sont nées, que la prison est née avec les réformes, ça semble faire penser que le réformisme de la prison est voué à l'échec. C'était ce qu'on avait essayé de démontrer avec la conférence de dissensus il y a quelques années. Vous savez peut-être que le président Hollande, ils ont essayé de faire un consensus, une conférence de consensus pour essayer de trouver le consensus au sujet de la réforme de la prison. Et Pierrette Poncelat et moi, on a le même jour qu'il y avait tout ce très beau, cette belle réunion gouvernementale avec tous les experts
internationaux sur le consensus. On a eu une conférence de dissensus pour essayer de démontrer en fait qu'il y avait des voix qui n'étaient pas d'accord. Mais l'effort là, c'était aussi de démontrer que tout le discours de la réforme de la prison nourrit la prison. Tout le discours de la réforme de la police nourrit la police. En fait, c'est ça et même tout le litige au sujet de la police nourrit la police aux États-Unis. C'est un des trucs les plus problématiques. Donc, aux États-Unis, vous savez, c'est un pays très litigieux. Donc, il y a beaucoup de litiges autour des départements, des police departments. Et ce qui s'avère, et c'est toujours mené par, enfin, moi et d'autres, et des gens de bonne intention, mais ça finit toujours par des consent decrees qui finissent toujours par faire qu'il y a un plus grand investissement dans le training et dans un plus grand investissement dans la police pour qu'elle fonctionne mieux. Et tout d'un coup, le résultat de tout ce litige, c'est qu'il y a plus d'argent pour la police, en fait. Et c'est ça le problème de la réforme et de la manière dont ces institutions sont nées dans la réforme et sont imbriquées et se nourrissent de réformes. Vas-y. J'ai l'impression que Foucault veut montrer dans ce chapitre-là, c'est la généralisation de la punition et le rapport entre la réforme et généralisation des technologies punitives du pouvoir. Et peut-être il faudrait travailler sur exactement ce rapport-là, comment la réforme mène à l'installation de nouvelles technologies du pouvoir. Et j'ai l'impression que c'est exactement en fait, le terme de généralisation qu'il utilise qui est central pour décrire ce problème, comment la réforme réinvente le pouvoir. En fait. Reconstitue. Et je me demande si c'est une ouverture pour radicaliser donc l'intervention généalogique. Parce que si l'intervention généalogique remonte, retrouve le réformisme, donc il semblerait que la réponse n'est pas de la réforme de la prison, mais quelque chose d'autre, sans nécessairement qu'elle nous dise quoi cette autre chose serait, right? Bon, laissez-moi voir, parce que bon, I went off my plan pretty starkly, donc peut-être que quelques petits points, et puis on peut voir ça. Comment est-ce qu'on pourrait négocier la relation entre le fait que le choix d'objets de généalogie reflète des valeurs sans que la généalogie elle-même, selon Koopman, en même temps que la généalogie elle-même, selon Koopman, reste neutre. Bon, donc, toutes ces questions de neutralité, ça, il faut résoudre. Daniel a un nouveau papier qui s'appelle Genealogical Perfectionism, qui m'a envoyé, mais là, je ne me sens pas confortable de le partager parce que c'est quand même un work in progress. Mais la notion de perfectionism est intéressante et ça fait partie de son argument
que en fait, l'effort généalogique de Nietzsche et Foucault est de créer une structure qu'il appelle de we-making, a we-making framework. Alors, que je vous explique un peu ce qu'il a en tête. L'idée, c'est que dans la méthode de possibilisation, la méthode de possibilisation nous crée la possibilité de voir les relations de pouvoir, les batailles dans lesquelles on se trouve, et que ces batailles-là créent pour nous des exemples, je crois, des exemples d'acteurs et d'activistes ouais. Donc l'idée, je vais aller en anglais, c'est pas que la généalogie doesn't tell us what we should do, but it pushes us to action by creating a framework for what we should do. Là, je vous lis un passage de Lorenzini. This is its normative force, this framework, which is not prescriptive or normativistic, but which still invites us to participate in a movement, to recognize ourselves as a part of a we who is already fighting. Bon, alors, là, il faut dire que j'hésite, je ne suis pas sûr. Je pense, par exemple, dans le papier sur Possibilizing, il y a plusieurs passages où il utilise où il se réfère au oui, au nous. Dans le nouvel article, il se réfère au passage, par exemple, dans la préface à la généalogie de la morale. We are unknown to ourselves. Là où j'avais commencé. We are unknown to ourselves, we knowers, and with good reason. We have never looked for ourselves. So how are we ever supposed to find ourselves? C'est la page 8 de son nouvel article. Oui, oui. Et il utilise le même oui, il retrouve le même oui chez Foucault. Foucault famous claims that genealogy aims not only to expose the, quote, contingency that has made us what we are, but also to open up the possibility of no longer being, doing, and thinking what we are, do, or think. All right. Et ce que je proposais, c'est que ça aurait été très difficile pour Nietzsche d'écrire I am unknown to myself, I knower. And with good reason, I have never looked for myself. So how am I ever supposed to find myself? Foucault, il aurait eu de la difficulté à écrire ça me fait ce que je suis. C'est pas son style. Je veux dire, les nous et les oui, c'est pas nécessairement, je vois, c'est pas nécessairement une collectivité. C'est peut-être une manière de s'exprimer.
Hein? Est-ce qu'il y a une création d'une collectivité? Ben oui, chez Nietzsche. Bon, dans Zarathustra, ben oui, enfin, peut-être un petit groupe. C'est pas clair. C'était l'intention peut-être. Mais il me semble vraiment que c'est pas tellement un nous que Nietzsche crée, c'est pas tellement un nous que Foucault crée, mais c'est une pensée individualiste qui peut se généraliser aux autres. En d'autres mots, la désubjectivation, nous pouvons tous avoir l'expérience de la désubjectivation, mais c'est pas nécessaire qu'on se désubjectivise ensemble. Right? Est-ce que, alors, la question, c'est, je veux dire, le meilleur argument, ce serait peut-être qu'on est en train de créer un groupe de transgressifs, résistants. On se voit dans Herculine Barbin, on se voit dans d'autres qui résistent les formes de société, etc. Et que mais je ne sais pas, la notion de collectivité, c'est plutôt un problème chez Nietzsche et même chez Foucault qu'un point fort, je dirais. Et certainement chez Foucault. Et c'est la raison que Marx a donné lieu à un mouvement et que Nietzsche ne l'a pas. Right? Il n'y a pas des partis nietzschéens. Right? C'est parce que non, ouais. Les partis marxistes, oui. Les seuls gens qui vraiment bon. Okay, we're running out of time. So, bon. Amy Allen fait beaucoup de travail dans ce texte aussi d'essayer de rapprocher ou de faire une conversation avec Foucault et Freud. Donc, je vous recommande son article aussi que je vous ai partagé. Bon, je ne vais pas pouvoir. Ouais, je suis beaucoup plus foucalien que hegelien, peut-être. Donc, je crois qu'on va s'arrêter avec la problématisation plutôt qu'avec la résolution. Ce dont je suis fermement, ce dont je suis firmly committed to, c'est cette notion d'une généalogie critique qui serait les formes de généalogie qui nous mènent à l'action. Et ce que je n'ai pas résolu, peut-être que en conclusion, la semaine prochaine, quand on se retrouve pour la dernière fois, le 22, on pourra résoudre cette question, mais la vraie question, c'est où est cette force normative? Y a-t-elle une force normative dans la généalogie? C'est pas nécessaire, il me semble. C'est pas nécessaire à la proposition d'une généalogie critique, mais est-ce qu'on pourrait retrouver quelque chose dans cette critique de la réforme, dans le contexte carcéral? Est-ce qu'il y a des formes de structure, de relations de pouvoir qui pourraient nourrir
une certaine normativité? Ou bien est-ce qu'on est finalement laissé à choisir ces valeurs de l'extérieur? Bon, ok. On arrête là. Et si vous voulez, on peut continuer la conversation over a beer. If you want. Okay?